Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une transformation absolument majeure qui est en train de redessiner l'avenir de l'énergie dans le monde. Le grand pivot énergétique de la Chine. Alors, pour comprendre, il faut commencer par l'essentiel. Le charbon, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. Mais c'est aussi le problème numéro 1 du réseau électrique chinois. Il faut bien se rendre compte que ça représente encore près de 60% de toute l'électricité produite dans le pays. C'est énorme. Forcément, face à une telle dépendance, le gouvernement a dû réagir. Et il l'a fait avec un plan assez audacieux sur le papier, pour verdir un peu ce géant noir. Mais la vraie question, celle qui va nous occuper, c'est de savoir si ce plan officiel est vraiment le moteur du changement, ou est-ce qu'il y a autre chose de bien plus puissant qui se joue en coulisses. Avant tout, il faut bien mesurer l'ampleur du défi. Parce que quand on parle du casse-tête carbone de la Chine, on parle de quelque chose de colossal. Et ce chiffre, il parle de lui-même. En 2023, la Chine était derrière 95% de la construction de nouvelles centrales à charbon dans le monde entier. Oui, vous avez bien entendu, 95%. C'est presque la totalité. Bon, alors, face à ce monstre, quelle est la stratégie du gouvernement? Eh bien, la réponse officielle, c'est un plan d'action très précis pour rendre le charbon, entre guillemets, plus propre. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'il y a un plan avec des chiffres clairs sur la table. L'objectif, réduire les émissions par kilowattheure produit de 20% d'ici 2025 et carrément de 50% d'ici 2027. Autant dire que le calendrier est très ambitieux. Pour y arriver, le plan mise sur 3 technologies principales. La première, c'est de mélanger le charbon avec de la biomasse, genre des déchets agricoles. La deuxième, c'est un peu le même principe, mais avec de l'ammoniac vert. Et la troisième, la plus connue peut-être, c'est le captage de carbone, le fameux CCUS, où l'idée, c'est d'attraper le CO2 avant qu'il ne s'échappe des cheminées. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va laisser de côté la politique un instant pour regarder les chiffres, parce que l'économie, elle, nous raconte une histoire bien différente. La question, au fond, elle est simple. Ces solutions de charbon propre, c'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça tient la route d'un point de vue financier? Est-ce que c'est rentable? Et là, ce graphique est sans appel. C'est le coût de production de l'électricité. Regardez bien. Équiper une centrale à charbon avec du captage de carbone, ça coûte dans les $160 par mégawattheure. Comparez ça avec une nouvelle installation solaire avec des batteries pour le stockage, on tombe à $80. C'est littéralement 2 fois moins cher. Le seul qui reste moins cher, c'est le vieux charbon polluant. Et c'est justement de ça que la Chine veut sortir. Bref, la conclusion est assez brutale. Sur le plan purement économique, le charbon propre ne peut tout simplement pas rivaliser avec les renouvelables de nouvelle génération. Alors, si le plan officiel n'est pas la solution miracle économiquement, qu'est-ce qui pousse vraiment la Chine à bouger? Le vrai moteur du changement, il faut aller le chercher ailleurs, dans un mécanisme de marché beaucoup plus large. Ce mécanisme, c'est le marché du carbone chinois. Le principe est simple. Si une entreprise pollue, elle doit payer. Elle doit acheter des droits à polluer pour chaque tonne de CO2 qu'elle rejette. Du coup, ça crée une motivation financière super puissante pour polluer moins. Logique. Et ce marché n'est pas juste un petit gadget, il est en train d'exploser. Au début, il concernait surtout la production d'électricité, avec un peu plus de 2000 entreprises. Mais à partir de 2025, on ajoute l'acier, le ciment, l'aluminium, on passe à 3500 entreprises. Et la part des émissions du pays qui est couverte par ce marché passe de 40 à 60%. C'est un changement d'échelle total. Et attention, ce n'est pas de la théorie. C'est un vrai marché qui fonctionne tous les jours. On voit ici que les volumes d'échanges ont atteint des records en 2024 et que le prix de la tonne de carbone a grimpé, dépassant les 100 yuan. Pour une entreprise, ce n'est plus une vague idée, c'est un coût réel à intégrer dans ses calculs. Et quand on met tout ça bout à bout, la politique et surtout l'économie, on voit se dessiner une seule direction possible, l'émergence d'un système énergétique complètement nouveau. On pourrait se dire que la Chine, avec sa croissance, a forcément besoin de plus de charbon. Mais regardez les chiffres. La croissance de l'éolien et du solaire est tellement fulgurante que, d'après l'Agence internationale de l'énergie, ces énergies propres vont bientôt suffire à couvrir la quasi-totalité de la nouvelle demande. L'argument du « on a besoin de charbon pour la croissance » est en train de s'effondrer. Et le problème de l'intermittence des renouvelables, on fait comment? Avec le stockage par batterie. Ce qui est frappant ici, c'est de voir où ces batteries sont installées. Plus de la moitié directement sur le réseau électrique. C'est la preuve d'un investissement massif pour préparer le réseau à un futur dominé par le solaire et l'éolien. Avec le marché du carbone, le jeu change pour tout le monde, même pour les industries les plus polluantes comme le ciment.
Pour une usine comme celle-ci, chaque tonne de CO2 qui sort de la cheminée a maintenant un prix. La pollution n'est plus juste un dommage collatéral, c'est une ligne de coût dans le bilan comptable. Et ça change tout. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Ce grand pivot énergétique chinois, est-ce le fruit d'une politique de charbon propre ou est-ce qu'il est tout simplement dicté par la loi du marché, par la force brute du prix du carbone? Tout porte à croire que si la politique a peut-être montré une direction, c'est bien l'économie qui a pris le volant.